Bonsoir, bonsoir. On est ravis de vous accueillir et de vous voir si nombreux ce soir. Donc, je suis avec l'équipe organisatrice. Donc, on a ici Guillaume, Margot et Anaëlle qui est cachée ici. Et donc, moi, je suis Agathe et on organise les meet-up pour French Produit sur la région Grand Sud. Donc, on est ravis de vous accueillir ce soir. Donc, French Produit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une toute nouvelle association qui regroupe un certain nombre d'initiatives qui existaient pour le product management en France. Donc, le Slack French Produit, si vous n'en faites pas partie encore, on vous invitera à le rejoindre. Donc, c'était le Slack LPCX Expédition, pour ceux qui connaissent. Les meet-up LPCX, qui étaient jusqu'à présent dans un certain nombre de régions de France, sont regroupés aujourd'hui sous le nom French Produit aussi. Et un certain nombre d'initiatives qui vont se mettre en place, du mentoring, travail sur la diversité dans le monde du produit, que ce soit la diversité homme-femme, mais aussi la diversité au sens plus large. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Un certain nombre de ressources et la communauté French CPO, qui est un Slack à part avec une communauté de mentoring aussi. Donc toutes ces initiatives qui étaient aujourd'hui un peu indépendantes se regroupent sous l'association French Produit qui vient d'être créée. Donc gratuit pour tous évidemment. Entre pairs, on accueille tous les gens qui sont amoureux du produit, donc product management, product design, product marketing évidemment, on va en parler ce soir. Donc tous ceux qui travaillent dans le produit sont les bienvenus dans l'association. Pour le Slack, donc on a un magnifique QR code là, vous pourrez le scanner et rejoindre le Slack. Donc il y a un typeform à remplir. On va vous demander pourquoi vous voulez rejoindre la communauté. On attend d'avoir ici dans le Slack des personnes qui sont actives, qui partagent, ça, vraiment dans une logique d'entraide. Vous allez retrouver des jobs, vous allez retrouver des ressources, partage d'événements, partage d'outils, échange de bonnes pratiques. Donc on a des channels product design, product marketing, product tech, on a un petit peu tout, c'est des trucs beaucoup plus fun. On a la Mon Petit Gazon. Ouais, Hein. Bon, on n'en parlera pas parce que certains sont très mal classés dans la ligue. C'est ça, moi je ferai que des Marseillais, mon gars, t'as vu. Donc voilà, le Slack, n'hésitez pas. Pensez, il y a une petite partie qui vous demande pourquoi vous voulez rejoindre le Slack et pourquoi vous voulez faire partie de la communauté. C'est les membres de la communauté qui votent, c'est-à-dire quand vous allez remplir le typeform, ça arrive dans le Slack, dans un channel candidature, et c'est les membres de la communauté qui disent comme ça ou comme ça, un peu comme les Romains. Et donc il faut motiver le fait que vous avez envie de participer vraiment, ça compte, voilà, je le précise. Donc l'équipe Grand Sud, je vous ai dit, voilà, on est 4, on organise les meet-up et l'ensemble des initiatives au niveau national, on va les faire descendre au niveau local. Le but, c'est que cette communauté de personnes, donc de Marseille à Aix, mais aussi Nice et Montpellier, puissent se rencontrer, échanger, des meet-up, mais aussi des déjeuners, des dîners, potentiellement des actions de se regrouper sur une problématique commune et se rencontrer. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de participer, si vous avez des bonnes idées, vous pouvez nous contacter sur le Slack, évidemment, et aussi par email. Donc 8 chapters en France, voilà, dans certaines régions, voilà, un petit peu partout. Et voilà, j'ai fini pour French Produit. Là, ce soir, donc Product Marketing, on a Cassie ici, qui est donc CPO de Made in Black, qui nous accueille ce soir, et on les remercie, et qui était PMM avant, donc qui connaît bien le sujet. Et notre ami Mathieu, qui est Head of Product Marketing pour Tiga, donc qui est descendu de Paris spécialement pour nous ce soir. Donc ils vont vous faire à la fois la pratique et la théorie. Théorie d'abord et pratique après. Donc merci à Made in Black et à un certain nombre de personnes de l'équipe qui sont là ce soir. Donc Cassie vous expliquera ce que c'est Made in Black et je vous laisse la parole. Mathieu. Yes. Je te remercie. Merci pour l'intro. Merci. Du coup, Made in Black, c'est une start-up en cybersécurité. C'est une entreprise qui existe depuis 2003, qui a eu un premier produit historique qui s'appelle Protect et qui a fait une diversification produit il y a 1 an avec le produit Cybercoach. Donc, on existe depuis plus de 19 ans. On accompagne aujourd'hui plus de 14 000 clients. Donc, on a à peu près 14 000 clients sur notre solution historique Protect et 500 clients aujourd'hui à date sur Phishing Coach, Cybercoach, qui a changé de nom récemment. Protect, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui vous permet de sécuriser vos boîtes mail professionnelles. Donc, on va venir sécuriser avec de l'antivirus et dépolluer les boîtes mail professionnelles avec de l'anti-spam. Donc voilà, pour retrouver du confort et de la sérénité dans l'utilisation des boîtes mail professionnelles. On a sorti un deuxième produit il y a 1 an, Cybercoach. Cybercoach est un simulateur de cyberattaque en entreprise, donc à destination du DSI. Le DSI, c'est notre principal persona buyer, et du coup qui va simuler des cyberattaques de phishing ou de ransomware.
Donc voilà, on a la chance d'avoir un super produit qui fait 96% de taux de renouvellement et non, c'est pas du pitch, ça c'est pour de vrai. Donc on est particulièrement fiers d'avoir un produit qui marche aussi bien et qui nous permet de faire 30% de croissance chaque année. Donc c'est plutôt confortable au produit chez nous de travailler dans cet environnement-là. Et vous avez des beaux locaux aussi. Et on a des beaux locaux et on est ravis de vous accueillir ce soir. Donc pour vous expliquer un peu, je me suis dit que c'était sympa de vous présenter notre équipe produit. On est quasiment tous là ce soir. Donc j'ai repris l'équipe produit récemment. Je suis arrivée en tant que PMM aux côtés de Maxime et Lola. Donc Maxime qui est PM et Lola qui est sur la partie UX. Justine qui nous a rejoint récemment aussi en PM et Victoire qui est PMM du coup qui prend ma suite et qui est arrivée il y a 2 semaines. Donc du coup j'ai voulu la laisser parler ce soir et je me suis dit que c'était un peu pas très sympa. Donc voilà, et on recrute du coup un product designer pour venir aider Lola sur toute la conception design de nos produits. Donc si vous avez aussi dans vos connaissances un pote de pote qui est product designer, n'hésitez pas à me l'envoyer. Hein, voilà. Et on a Alessandro qui n'est pas là ce soir. Donc comment est-ce qu'on est organisé? Un PM par produit. Principalement, je m'occupe moi de la stratégie et du plan, donc de la vision produit à long terme. Maxime et Justine, eux, sont PM rétention et engagement. Donc c'est eux qui favorisent à la roadmap la rétention et l'engagement de nos clients au sein de nos produits. Alessandro, lui, est transverse et s'occupe plus de la partie acquisition. Donc, c'est lui qui va aller chercher des features pour chercher de nouveaux segments, de nouveaux verticaux sur nos différents produits. Victoire, du coup, elle est sur également les 2 produits. Elle s'occupe de tout ce qui est analyse de marché et l'amont du go-to-market. Mais on va en parler un peu plus avec Mathieu plus tard. C'est vrai? Allez. Et enfin, donc Lola et le prochain product designer s'occupent de l'expérience utilisateur et du design de nos 2 produits. Je vais laisser Mathieu prendre la suite. Yes. On n'a pas de télécommande. Non. J'ai oublié la mienne. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous ce soir. Avant de commencer, je voulais un petit peu connaître l'audience, savoir qui vous êtes. Globalement, à main levée, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous êtes plutôt côté product ce soir? Ok. Donc, ok. Les gens ne savent pas ce que c'est les autres cases. Ouais, je sais. je sais, c'est... Alors, design, je le mets dans product. Ok. Est-ce que vous êtes plutôt marketing? Je vois... Oh, il y a quelques mains, mais il y a des hésitations. Il y a des gens, ils ne savent pas trop. Ils attendent peut-être une 3e case. Est-ce qu'il y a des PMM ce soir? Bravo! Et est-ce qu'il y a d'autres métiers qui sont représentés? J'ai entendu parler de growth tout à l'heure. Tu fais quoi? De la QA. De la QA, impeccable. Donc vraiment dans les autres. Même si c'est... Même si j'aime bien mettre la QA dans le produit. Donc, Parfait. Pour vous, le product marketing, aujourd'hui, j'espère dans 1 heure, ce sera un peu différent. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez vu la lumière et vous êtes rentré par hasard? Ça aurait pu arriver, je suis ravi. Est-ce que vous savez vaguement ce que c'est? Mais après le talk, vous serez des experts. Ouais, il y a quelques mains levées. Donc on va avoir des gens... Je sais ce que c'est et je travaille déjà, ou j'ai travaillé avec un PMM. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, il y a vraiment les experts qui l'auront vu. Ça tombe bien, j'ai quasiment plus de voix, donc je veux bien que tu me remplaces à la moitié du talk. Ça sera parfait. Ok, très bien. Dernière petite question. Pour vous, le product marketing aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est juste une hype dont tout le monde parle et au final, vous n'êtes pas vraiment convaincu? Non, c'est parfait. N'ayez pas honte, hein. Vous pouvez croire que c'est totalement du bullshit. Hein. Je dirai quelques mots sur le gros après. Quelque chose qui peut être utile, mais pour l'instant, vous n'avez pas vraiment perçu la valeur? Non, on n'a que des gens qui sont... Ça se mouille pas. Ouais, franchement, on aurait peut-être dû laisser 2-3 bières avant. Ouais, bon, c'est nul. Est-ce que c'est un rôle qui permet de sublimer pour vous le produit? Allez. Et la dernière, c'est un game changer. Je me vois vraiment plus travailler sans du product marketing. Ok.
Non, mais elle est experte, elle a une dérogation. Elle a vécu toute cette transition. Je vois qu'il y a un faillot aussi, parce que sa chef est là. Exactement, c'est pas la vie qu'elle veut dire. Ah oui, je comprends bien. Ok, très bien. Une entreprise sans product marketing, pour vous, ça pourrait ressembler à quoi? Est-ce que vous avez des exemples de pain qui sont liés à une organisation qui n'a pas de product marketing? Est-ce que vous avez des choses déjà que vous avez constatées ou pas encore? Ouais, des PM un peu busy qui, des fois, je peux dire maltraitent, mais n'ont pas forcément toujours le temps de faire jusqu'au bout ce qu'il faut, la com, Ok. des plans progressifs, des trucs bien préparés aussi. Bien façonnés. Ok. Ouais, un peu pareil, et puis pas avoir forcément le temps de dégager des opportunités, travailler un peu la vision, etc. Très bien. D'autres personnes? Non. Les utilisateurs qui ne savent pas comment utiliser les fonctionnalités qui sortent, qui les utilisent mal. Ok. Ok. Alors on les a recensés, c'est pas exhaustif, mais on les a recensés en 3 catégories. La conception d'abord du produit, le go-to-market, et ensuite l'alignement des équipes. L'alignement des équipes, c'est quelque chose qui est très très important dans le métier du product marketer. On a plein de stakeholders, on en parlera tout à l'heure. Mais globalement, sur la conception du produit, comment ça se reflète? Ça se reflète avec des PM qui n'ont pas le temps, par leur travail, de faire de l'étude de marché, tout simplement. C'est vraiment naturel. Le PM, il a d'autres choses à faire. Il a son discovery, il a son delivery. Il n'a pas le temps de faire ça. De la même manière, il n'a pas le temps de surveiller un petit peu tout ce qui se passe sur le marché. On pourra en parler un tout petit peu après. Le rôle du PMM, c'est à la fois de voir ce qui se passe sur le marché, mais aussi d'anticiper ce qui se passe sur le marché. Et ça, on a plein de leviers pour pouvoir le faire et pour les anticiper. Et une discovery qui est uniquement axée sur le client et assez peu sur le marché. Donc, ils vont aller voir des utilisateurs, les PM, ils vont faire leur très bon boulot de PM en disant « j'ai un pain, je peux leur proposer une solution ». Mais parfois, on voit que, en fait, on a un pain, on a une solution, mais derrière, on n'a pas de bailleur qui est prêt à payer. Donc effectivement, moi j'ai eu un pain aujourd'hui, j'aurais aimé être ici en 10 minutes au lieu de 4 heures. Voilà, ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour cette solution qui va être extrêmement coûteuse? Je ne pense pas, donc je continuerai à prendre le Wigo. Sur le go-to-market, on a souvent un pricing qui n'est pas challengé, qui est fait un petit peu entre la direction, entre les sales, mais sans vraiment de lien, sauf ça arrive quand les choses sont bien câblées, mais de lien avec tout ce qui se passe sur le marché, que ce soit les concurrents directs, les concurrents potentiels, comment ils peuvent bouger et comment ça peut influencer le pricing. Sur la stratégie de mise sur le marché, on en a parlé globalement, le PM, il n'a pas le temps de tout faire et il n'a pas le temps vraiment de contribuer à l'awareness de sa solution une fois qu'elle est lancée. Une fois qu'elle est lancée, il passe au sujet suivant, on itère, on continue de mesurer, etc. Mais on n'a pas de temps globalement à perdre pour ça. Et évidemment, on n'a pas le temps, parfois pas l'envie, d'aller parler à des sales, d'aller leur expliquer qu'est-ce que c'est le produit, d'aller leur faire des démos, d'aller les aider à vendre, même si parfois ça pourrait être utile, ça éviterait d'avoir des sales qui vendent n'importe quoi et qui ont des retombées catastrophiques au produit. Là où on a une super roadmap et en fait on a vendu ça à un client super important, il faut tout déprioriser pour faire ça. Donc voilà, le PMM il va pouvoir contribuer à ça. Et ensuite l'alignement entre les équipes, mauvaise compréhension des produits et des features donc par le marketing, par les sales, par les customer success aussi. Vous avez souvent des équipes support, là où on lance des produits sans leur dire. Ils ont au téléphone quelqu'un qui leur dit « Ah, j'ai un bug avec cette nouvelle feature. Ah, mais je ne suis pas au courant. Ah, j'ai pas la doc, je ne sais pas vous aider. » Ça, c'est des grosses problématiques. Manque de readiness dans l'équipe. Je ne me rappelle plus ce qu'il y a derrière ça. Peut-être tu peux m'en dire Ouais, chez nous, c'était vraiment un vrai constat chez Mailing Black, c'est que chacun parle du produit un peu à sa sauce. Et le PMM est là justement pour ramener de la readiness, c'est-à-dire que toutes les équipes soient alignées sur le même pitch, que ce soit pour le produit, mais même pour les features en elles-mêmes. La lisibilité, donc. Ouais. Je parle pas anglais, moi. Mais je parle pas anglais. Et le manque de conviction dans les pitchs, là c'est pareil. On ne peut pas compter sur les sales. Je parle de manière générale. Il y a des très bons sales qui vont s'intéresser au produit, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de manière générale, on ne peut pas demander à une équipe sales qui, elle, doit vendre, de passer du temps à aller creuser le produit, le comprendre et comprendre quelle feature va permettre à tel buyer d'avoir tel bénéfice. Donc ça, c'est au product marketing de les aider là-dessus. Et tout comme on ne peut pas demander non plus à un PM de le faire, parce que ce n'est pas à lui d'aller chercher comment bien vendre sa feature. Lui, il est là pour la trouver et la délivrer, mais pas pour s'occuper de la suite. Parfait. Du coup, c'est la même chose. Excuse-moi. Oui. J'ai juste une question
pourquoi en fait? Parce que la personne qui a trouvé, enfin qui est partie potentiellement d'une problématique ou d'un besoin, qui l'a créé, qui l'a réfléchi, qui l'a spéqué, cadré, etc., potentiellement c'est la personne qui est le plus à même de pouvoir la vendre. Alors, qui est le plus à même pour moi de pouvoir en parler, non pas de la vendre. Aujourd'hui, nous, chez Mailing Black, quand on sort une feature, je vais me poser avec Maxime et Justine pour comprendre pourquoi ils l'ont créée. Et ensuite, moi, je vais être là plutôt pour l'embellir. Et du coup, c'est un peu l'analogie qu'on voulait faire ici. Typiquement, un chef dans son resto, il va être capable de pouvoir te délivrer le meilleur repas parce qu'il a fait une étude de marché et qu'il sait à la limite que ici, tout le monde mange des pâtes bolo. Donc, il va lancer un super resto. Mais son resto ressemblera entre guillemets à rien s'il n'est pas capable d'aller le sublimer par la suite. Et c'est-à-dire devenir... Le PMM, il a un fond en lui qui est plutôt de marketeur et qui, lui, sait comment plus vendre, embellir, on va dire, les fonctionnalités que le PM va délivrer. Et au-delà de vendre, tu as parlé de readiness tout à l'heure, c'est de donner de la cohérence à son produit. Je ne sais pas si vous êtes familier avec des cauchemars en cuisine. Il arrive souvent dans des restaurants, là où ils font pizzeria, couscous et galettes bretonnes. Voilà, il n'y a pas d'identité. On se retrouve dans une salle de fête qui est moche, mais bon, ça c'est à nous d'en juger. Et parfois, on a un très bon chef qui va très bien exécuter ses plats. Et on a une ambiance pas chaleureuse, un positionnement qui est foireux, des prix qui sont trop élevés, des produits qui ne sont pas forcément frais ou adaptés à la saison, des serveurs qui sont mal polis et qui vont vous ternir l'expérience. Et donc, en fait, même si on a un super produit, intrinsèquement, la cuisine, elle est magnifique. Mais derrière, votre expérience, elle n'est pas complète si tout le reste, ça ne va pas. C'était un petit peu l'essence de cette métaphore. Je t'en prie. D'autres questions ou on continue? Ouais, d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas. Yes. C'est plus sympa d'être interactif. Le but, c'est que vous sortez de bien en étant à l'aise sur tous les concepts. De toute façon, il n'y aura pas de temps pour les questions à la fin. Donc, posez-les maintenant. Sur la slide d'avant, c'était très orienté SaaS, si je puis me permettre. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaiteriez communiquer majeurs qui est plus orienté B2C en fait par rapport au rôle du PMM? Parce que du coup, en B2C, on a souvent des services aussi market qui vont amener et qui vont aussi transformer. Et du coup, est-ce qu'il y a des éléments clés qui sont très différents entre un PMM dans une boîte B2B un peu SaaS ou dans une boîte B2C? Oui. C'est une question. C'était une belle question. Évidemment, il y a des définitions qui sont très différentes et le scope, on va en parler tout à l'heure avec le framework qu'on veut vous montrer. Il est très différent en fait qu'on fasse du B2B ou du B2C. Sur du B2C, on est sur des produits de type self-service. Le client, une fois qu'il est convaincu, je vois la landing de chez Deezer, j'ai envie de m'abonner, je paye. Voilà. Il n'y a pas de long cycle de décision. Derrière, il n'y a pas de sales. Donc en fait, quand on va parler de sales enablement, apprendre aux sales à vendre, il n'y a pas besoin. En revanche, il faut que le PMM travaille très bien avec le PM, là où le PM il connaît super bien l'utilisateur, pour faire transparaître au mieux les features qui vont s'adresser à l'utilisateur. Donc il y a un fort travail, je pense, de messaging qui est ultra important. Et la collaboration, elle est d'autant plus forte avec le PM que le PM, il connaît par cœur son utilisateur. Donc là, il y a vraiment un binôme qui est très fort. Après, sur les organisations, des fois, il y a des organisations qui ont des pôles market insight, là où c'est pas le PMM qui va faire son étude de marché, il va être alimenté par ce genre de pôle. Donc ça, c'est plutôt de la structure que du B2B, B2C à mon sens, en tout cas, cet éclairage qui viendrait d'une autre boîte. On va parler du framework. C'est dans un monde idéal. Dans la vérité, c'est pas toujours applicable. Des fois, il y a des teams marketing qui vont donner les insights pour permettre au PM même de prendre les meilleures décisions orientées business. Des fois, on va avoir des sales academy, là où c'est pas le PMM qui va traîner tous les sales parce qu'ils sont 150, c'est l'exemple de Doctolib. Et donc, il y a un sales academy et du coup, le PMM n'intervient pas là-dessus. Et donc, en B2C, le PMM va s'occuper d'autres choses, par exemple, chez Doctolib. Il y a des différences substantielles. C'est le volume aussi est beaucoup plus important. Quand on fait du B2B, on a quelques centaines, quelques milliers de clients, une dizaine de milliers si on est très bon. En B2C, on peut très facilement avoir des millions d'utilisateurs. Donc, le PMM, il va faire moins de sales enablement, il va peut-être plus travailler sur les métriques, sur la data, sur le funnel, où est-ce qu'on perd de l'argent, comment on convertit, comment on améliore l'awareness. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si ton expérience te permet de compléter ce que je viens de dire ou si tu cherchais vraiment un éclairage. Je me demandais s'il fallait plus du marketing prioritairement dans le B2B
B2B orienté produit SaaS, parce que j'ai connu ça, Ouais. et en effet, c'est important d'amener ça au sales, parce que souvent ils le vendent très mal. Et en B2C, pour avoir connu un process chez Deezer, c'était très proche du marketing, et on avait vraiment beaucoup de mal finalement à faire le lien avec le produit, si on est honnête. Oui. Mais voilà, c'était... Non, et t'as raison, et c'est pour ça qu'on retrouve, je pense, 90-95% des PMM dans des environnements SaaS B2B, parce que c'est là où aussi le PMM va apporter le plus de valeur. Ouais, exactement. C'est vrai que si tu te retrouves dans une boîte B2C, là où tu as le market qui donne les insights et tu bosses pas avec le produit, bon, bah c'est un peu limité comme périmètre d'intervention. Pas d'autres questions? Allez. Je sais plus qui c'est. Ah, vas-y. Comme ça, je peux boire un petit peu d'eau. Donc oui, l'idée générale sur le product marketing, c'est quoi? On constate, comme Mathieu vient de le dire, qu'il y a un vrai gap entre les équipes sales et business d'une part et les PM d'autre part, et même jusqu'à la tech. On va dire parfois on arrive même à faire un peu de perte d'information déjà entre les deux briques de droite et du coup encore plus entre les briques de gauche. Donc le PMM, il vient vraiment lui se positionner ici. Il est là, donc chez nous c'est très parlant parce que produit et tech on est là-bas et les sales sont là-bas. Donc je vis ici actuellement je passe la moitié de mon temps quand j'étais PMM entre le produit et les sales et même le success qui est le service client chez nous. En fait, pour aligner déjà tout le monde, pour faire aussi parfois remonter un maximum d'informations dans un sens et puis aider les PM à prendre du recul parfois au moment de la roadmap, au moment des instants clés de la vie du produit. Est-ce que vous êtes à l'aise avec un petit peu cette répartition, sachant que ça va dépendre aussi des degrés de maturité des entreprises. Pour vous donner mon exemple personnel, quand je suis rentré dans le product marketing, j'étais PM à la base. J'étais dans une boîte très très tech et des mecs vraiment bien câblés, des top ingés qui ont tout compris, qui connaissent nos utilisateurs. Et en fait, moi en tant que PM, à part leur délivrer des user stories et les éclairer un tout petit peu, j'avais pas beaucoup de valeur. A contrario, le product marketing n'existait pas à ce moment-là. J'avais des sales qui vendaient n'importe quoi. J'avais des armes-ventes qui ne connaissaient pas le produit. Et là où c'est à des techs, où c'est à des gens de la R&D d'aller faire des rendez-vous clients, j'avais un marketing qui en parlait n'importe comment. Et c'est là où en fait, du coup, ma bulle product management s'est décalé ça. Donc il y a certains PM qui sont devenus des PMM justement parce qu'ils avaient la fibre, un petit peu la fibre business de comment on vend et surtout pourquoi on vend. Et aussi parce que peut-être ils apportaient moins de valeur. Bravo. Ils apportaient moins de valeur à la tech et du coup, ayant du temps, soit ils se tournaient les pouces, soit ils se disaient qu'est-ce qui peut être profitable au produit, comment je peux sublimer ce produit qui en fait est bien conçu et j'ai pas besoin de traîner 30 heures par semaine avec mes techs et comment je peux le sublimer au mieux. Un exemple concret sur la dimension de porter une dimension de viabilité économique. Moi, la première action que j'ai mise en place en tant que PMM en arrivant chez Men in Black, c'était d'apporter une vraie vision du panorama concurrentiel dans lequel nos produits évoluaient. Et c'est vrai que ça, c'est une information qui est détenue en partie par les sales parce qu'ils se retrouvent en concurrence au moment de la vente, détenue en partie avec le service client parce qu'on a des clients qui vont churn et du coup qui partent pour des solutions concurrentes, et détenue parfois par des PM qui, au moment de la discovery, peuvent identifier des concurrents. Mais il n'y avait pas vraiment d'unité autour de ça, d'avoir un tableau de qui sont vraiment nos concurrents, à quel prix ils sont, est-ce qu'on les croise vraiment finalement, est-ce que c'est vraiment un repère pour le produit, ce concurrent plutôt qu'un autre. Et ça déjà, de porter cette dimension de viabilité économique, de dire on est sur ce marché, on exerce de telle manière, on est différent sur tel et tel point de nos concurrents, c'est important. Alors si on parle un petit peu du framework, vous l'avez peut-être vu passer, si ce n'est pas le cas c'est que j'ai mal fait mon travail. Mais du coup chez Tiga, on a longuement réfléchi à qu'est-ce que pouvait être le framework du product marketing, quelles pourraient être toutes les activités du PMM et comment elles pourraient être regroupées. Alors ça se lit de manière circulaire, comme en partant de midi, donc de la partie verte. Le travail du PMM, il va commencer par toute une partie de compréhension. Compréhension, on a la compréhension à la fois du marché, qu'est-ce qui se passe sur mon marché, à la fois la dynamique concurrentielle, la législation, la régulation et évidemment la concurrence. La concurrence, comment elle se déplace, où elle est, comment elle price ses produits. Et surtout, ce qui est important, c'est de regarder où est-ce qu'un concurrent va vouloir aller. Aujourd'hui, un concurrent, il est à un endroit.
On sait si on est un petit peu malin en tant que PMM, aller trouver des vidéos. En général, les CEO, ils aiment bien parler de leur stratégie 2025, long terme. On sait où ils vont vouloir se déplacer en termes de stratégie. Donc à nous aussi de bien comprendre la concurrence à la fois à l'instant T et aussi où ils vont aller. Comprendre le buyer. On parlait tout à l'heure des PM qui ont leur user research qui est ancré dans leur métier en collaboration avec les product designers. Le but du PMM, ça va être d'aller chercher un buyer. On en a parlé sur le cas du B2B. Le buyer, parfois il est utilisateur, ça arrive. Par contre, l'utilisateur, il est rarement buyer. Donc en fait, si je veux vendre, par exemple demain, une solution à Made in Black, je peux essayer de convaincre les personnes qui sont ici que mon produit est génial, mais si je n'ai pas le décideur face à moi, est-ce qu'il va être prêt à mettre 10 € par utilisateur pour leur bonheur? Je ne suis pas sûr. Donc, comprendre qui sont les décideurs, comprendre les bailleurs et comprendre leur levier de motivation. Est-ce que, par exemple, justement, ça va être un CEO qui va avoir envie d'améliorer l'expérience des employés et du coup va avoir ces triggers sur lesquels je vais pouvoir jouer, ou il s'en fout en fait, il dit je paye pas les pizzas et vous vous débrouillez. Ensuite, une fois qu'on a tout compris, en tout cas le marché et le buyer, on va passer sur la partie de shaping, donc le façonnage du produit. C'est là où on va travailler aussi beaucoup avec le product manager pour pousser les bonnes features, pour essayer d'influencer la roadmap, pour avoir un positionnement produit fort. Un positionnement produit, c'est comment moi je suis identifié sur le marché comme étant l'acteur le plus pertinent à délivrer une valeur unique pour un client. Donc voilà, on a tous des compétiteurs, on a tous des marchés qui sont plus ou moins tendus. L'idée, c'est comment je me démarque. Est-ce que c'est à travers un segment, c'est à travers une feature, c'est à travers un savoir-faire pour dire je suis le seul de cet écosystème concurrentiel à pouvoir vous proposer cette proposition de valeur. Derrière, on en a parlé, le pricing, c'est quand même assez important. Il n'est pas toujours dans le scope du PMM. Des fois, on a des Chief Revenue Officers, des fois, c'est les sales, etc. Ce que j'encourage les PMM à faire, c'est si personne s'en occupe, allez-y. Si quelqu'un s'en occupe, allez-y aussi. Voilà, pas avec des convictions fortes, mais en tout cas, donner l'éclairage de tout ce qu'on connaît sur le marché, de tout ce qu'on connaît sur la compétition, pour essayer d'éclairer au mieux le pricing. On ne changera jamais un modèle économique. Si le modèle économique, c'est de vendre de l'abonnement mensuel, on ne va pas arriver avec un produit en disant on fait du one-shot. Par contre, on peut influer sur du freemium premium, à quel moment on va packager certaines features, certains services, etc. Et la dernière phase du shaping, c'est le messaging. C'est comment, du coup, à travers tout ce que je connais de mes buyers et tout ce que je connais de mon produit et de mon positionnement fort, je vais en faire un message qui va résonner suffisamment fort envers mes buyers pour qu'ils soient convaincus du produit. Donc ça, c'est un aspect qui est très, très, très important. Et on en parle souvent, les PM, ils n'ont pas souvent la fibre aussi de d'écrire, de sublimer. Et le plus souvent, ils n'ont pas le temps. Je sais qu'il y en a plein qui aimeraient, mais malheureusement, ils n'ont pas le temps. Et donc, le but, c'est de faire rayonner le produit et voilà, de le polisher pour qu'il soit le plus beau possible avant de passer au go-to-market et vraiment le lancement. Comment je lance une feature ou un produit ou une amélioration sur le marché. Quelles sont les actions qu'il faut que je prenne pour bien le lancer et pour assurer l'awareness du produit. On parle souvent de data dans le product et l'idée de dire j'ai lancé quelque chose, les métriques elles ne vont pas, donc c'est que j'ai mal fait ma user research. C'est pas forcément vrai en fait. Peut-être le pain il était vraiment là, peut-être votre produit ou votre feature elle répond vraiment à ce pain, mais il y a peut-être un PMM qui manque ou qui a mal fait son travail et qui n'a pas contribué à l'awareness. Et très souvent en fait on se rend compte que le travail il a été bien fait et juste on n'a pas réussi à le mettre dans les mains du client. Donc ça c'est vraiment un message qui est fondamental dans le métier du product marketing. Une partie metrics, vous êtes quasiment tous du product, donc je vais rien vous apprendre, mais le PMM, il a aussi ses propres metrics qui sont un petit peu plus orientés business. On va suivre la long time value, on va suivre le cost of acquisition, les ARR, les MRR, les recurring revenue, etc. Mais la notion de métrique est aussi importante parce que même si on fait du product marketing, on fait d'abord du product. Et ensuite, il y a toute la partie d'amplification, comment je fais rayonner mon produit. Et ça, en interne, vous avez
peut-être vu passer le terme de sales enablement dans certaines littératures. Moi, je parle d'enablement uniquement parce que aider les sales à bien vendre, c'est bien, mais il faut aussi aider son marketing à bien communiquer dessus, à bien préparer ses événements. Il faut aider ses customer success, son support à bien répondre aux clients, à l'alimenter en documentation, en FAQ, etc. Donc l'enablement, c'est comment aussi je fais rayonner mon produit au-delà de dire je suis drivé que par les sales, il faut vendre. C'est vrai, c'est une partie importante, je pense que c'est 60% de l'enablement. Mais il ne faut pas oublier les autres parties. Concrètement, comment ça s'applique chez Mail in Black? Concrètement, chez Mail in Black, je vais vous donner un exemple de feature sur lequel on a appliqué un peu ce framework. Donc, pour rappel, CyberCoach, c'est notre simulateur de cyberattaque. On le vend à des entreprises et qui, en fait, viennent simuler plusieurs fois dans l'année avec une stratégie d'espacement des cyberattaques. Le but, c'est qu'au moment du clic, quand le collaborateur se fait ficher, il soit redirigé vers une page de sensibilisation ou de formation qui vienne lui expliquer pourquoi il s'est fait avoir et pour pas que ça se reproduise. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à vendre Phishing Coach, qui est devenu CyberCoach. J'arrive toujours pas avec le changement de nom du produit, si jamais vous n'avez pas encore remarqué. Et en tant que PMM, en fait, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que des concurrents à nous commençaient à se positionner plus sur la partie audit, c'est-à-dire de ne pas se servir de l'outil comme un simulateur récurrent de cyberattaque tout au long de l'année, mais seulement en one shot, une fois par an, pour savoir dans son entreprise combien de collaborateurs sont prêts à se faire avoir. Et puis après, décliner lui-même sa stratégie de formation, mais qui ne serait pas la nôtre. J'avais aussi identifié par exemple le marché du conseil duquel je venais, donc c'était plus facile pour moi de travailler là-dessus, mais qui était de me dire en fait aujourd'hui il y a des cabinets de conseil qui vendent des prestations de simulation de cyberattaque et qui n'ont pas l'outil en main pour faciliter la réalisation de ces audits. Et donc justement, j'ai analysé toute cette concurrence, les modèles de distribution, les principaux acteurs et les personas buyers. Et donc rapidement de mon étude, on est sorti que les cabinets d'audit et les banques qui pourraient simuler des cyberattaques sur leurs propres clients étaient peut-être même un modèle de distribution de notre produit qu'on n'avait pas pensé à la base. Donc on a ensuite positionné un peu cette nouvelle SKU. Donc le skewing, pour ceux qui ne sont pas trop familiers, c'est les différentes offres. On s'est dit que notre produit pouvait avoir une offre sensibilisation qui marche annuellement avec les campagnes récurrentes et une offre d'audit qui serait du coup acheter une campagne en one shot qu'on ferait une fois par an ou du coup vendre une campagne en one shot pour des clients qui revendraient ces campagnes. Et donc, on a travaillé avec les PM et les sales sur quelles features on mettrait dans cette SKU, comment est-ce que ça fonctionnerait et en comparant avec nos concurrents, quelles offres, eux, y proposaient. On a ensuite, du coup, déterminé un prix de vente public. Donc, aujourd'hui, il est gratuit. Mais c'est une stratégie de product marketing aussi. C'est un super modèle. Mais voilà, on a réfléchi à combien on va le vendre, quel prix on va lui donner. Si on le fait gratuit aujourd'hui, c'est parce que la concurrence le fait payant. Et on s'est dit que c'était aussi peut-être un bon modèle pour convertir la première offre sur la deuxième. Et donc voilà, on a réfléchi à est-ce qu'on le fait à la licence, est-ce qu'on fait une dégressivité en termes de nombre d'utilisateurs ou plutôt en termes de nombre de campagnes adressées. Donc voilà, on a fait toute une étude de marché avec PM et Sales. Ensuite, on a travaillé sur l'élaboration du pitch en fonction des personas et des canaux de communication. Donc les personas qu'on avait établis au début, les personas buyers qui étaient cabinets d'audit et les banques principalement, ce n'est pas tout à fait les mêmes messages. Donc quand on parle avec KPMG aujourd'hui ou la BPCE, ce n'est pas les mêmes messages qu'on a envers les deux. Les intérêts sont peut-être les mêmes, les fonctionnalités du produit sont peut-être les mêmes, mais les messages sont différents. Et donc on a travaillé aussi ce pitch-là et j'ai accompagné même les sales, j'accompagne toujours aujourd'hui dans les calls pour leur donner les bons messages clés parce que j'ai étudié pendant des semaines ces marchés-là et ces personas et je les connais limite mieux qu'eux, donc je sais comment leur parler. Ensuite, on a défini le go-to-market, donc on a formé les équipes internes. Nous, aujourd'hui, c'est le sales qui vend et c'est le service client qui réalise les audits. On vend aussi un peu de la prestation de service. On a travaillé du coup avec des équipes communication qui se cachent derrière sur les canapés. Mais voilà, sur le site web, maintenant, comment on le formalise? Est-ce qu'on met une page? Comment est-ce qu'on lance les campagnes marketing? Est-ce qu'on écrit à tous nos clients qu'on fait l'audit gratuit et puis on leur offre cet audit-là pour espérer qu'ils convertissent vers Phishing Coach?
Et c'est ce qu'on a fait et on a converti quasiment 30% des clients qu'on a contactés grâce à cet audit gratuit. Ensuite, donc, j'ai suivi quelques métriques. Donc, en participant en call et en suivant en fait, les premières ventes, on a réaffiné le pitch, réaffiné le prix, est-ce qu'on va du coup vraiment le rendre payant un jour ou non. Et on a suivi ce fameux taux de conversion qu'on cherchait à la base en rendant cet audit gratuit. Et enfin, challenger l'évolution. Aujourd'hui, on travaille maintenant avec Alessandro, qui est le PM acquisition, sur si on le rend maintenant possible en stand-alone, c'est-à-dire qu'un client peut venir acheter une campagne, et comment et du coup est-ce qu'on cloisonne le produit pour qu'il fonctionne tout seul sans notre aide. Ça permet aussi du coup au PM de ne pas trop s'engager dans la livraison. On aurait pu lui dire dès le début, go, on fait de l'audit, sans avoir du coup tout ce processus un peu de test et d'officialisation de cette nouvelle SKU. Et donc aujourd'hui, d'avoir plus de conviction sur le fait que oui, il faut qu'on officialise cette brique audit dans notre produit. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça? Des choses que vous ne voyez pas forcément applicables chez vous? Non. On se dit que sans PMM, c'est dur de faire tout ça. Comme on est product, on aimerait bien faire tout ça, mais... Alors, sans PMM, c'est dur et du coup, ça va être au détriment aussi de beaucoup de choses. On va être moins sur son discovery ou moins sur son delivery. Il y a des choses qu'on peut faire partiellement. Typiquement, le messaging, si on a une appétence pour ça, on peut essayer de sublimer soi-même son produit. Lancer, on peut se rendre dispo pour faire un webinar, mais bon. Après, on va pas avoir le temps d'être la vitrine du produit 100% du temps. Par contre, si c'est quelque chose qui nous plaît, je vous invite à basculer du côté obscur et de devenir des super PMM. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Entre la première et dernière étape, du coup, tu estimes à combien de temps Ça, c'est une belle question. Ouais, ça dépend vraiment des features. Celle-ci, je pense qu'on travaille dessus depuis 4 mois, je pense, à peu près. À peu près 4 mois. Après, on a des features sur lesquelles on va beaucoup plus vite, qui peuvent prendre du coup un sprint à peu près. Ça dépend vraiment en fait de la taille de la feature. Un autre exemple tout simple, j'ai vu que des concurrents à nous proposaient un kit de sensibilisation téléchargeable et qu'ils pouvaient envoyer à tous leurs collaborateurs. En fait, on a regardé avec le marketing et la com, ce kit, on pouvait déjà le faire, il existait déjà. Donc, on a tout centralisé et en un sprint, on l'a rendu téléchargeable dans le produit. Je ne suis pas là passée par toutes ces étapes parce que le pricing, il n'y a pas besoin. Le pitch, par contre, oui, on l'a remis en avant dans nos supports d'aide à la vente. Mais ça, voilà, en 3 semaines, c'était plié. Ça dépend vraiment du poids de la feature. Ouais, ça dépend aussi de ta connaissance de la boîte. Je vais te donner un autre exemple. Donc, moi, je vends du conseil. Donc, je vends des consultants qui vont intervenir dans des boîtes. Et il y a des boîtes qui demandent à ce qu'on déroule tout le cercle. Le cercle, globalement, on préconise 6 mois. Parce que, en fait, la phase de montée en compétences, notamment sur la market et la buyer research, sans matière, c'est important. Et quand on prend from scratch, qu'on n'a aucun insight, ça prend énormément de temps. Donc, je dirais 6 mois. Après, si c'est quelque chose que tu essaies d'appliquer dans l'environnement dans lequel tu es depuis 2 ans, tes concurrents, quand même, tu les connais globalement. Donc, tu n'as plus à te les lister, tu as juste à aller voir quels sont leurs moves. Tes buyers, j'espère que tu les as déjà identifiés pour tes produits précédents. Donc, effectivement, tu repasses très grossièrement sur les premières étapes. Pareil, le positioning produit, c'est des choses, je pense que c'est bien de se reposer la question tous les 1 an, tous les 1 an et demi. Parce qu'en fait, le fait que le PM et le PMM vont travailler ensemble, le PM va enrichir le produit avec différentes fonctionnalités parce qu'on n'est pas le seul stakeholder du PM. Et des fois, du coup, ça va donner une direction sensiblement différente à notre produit. Et à nous de nous poser la question, en fait, le produit, il a évolué depuis 1 an. Est-ce qu'on est toujours bien positionné? Est-ce qu'on doit adresser nos buyers de la même manière? En fait, tu utilises la dernière challenge d'évolution, c'est de l'amélioration continue, en fait. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en continu. Globalement, sur un lancement, tu me dis on va sortir une nouvelle feature. Alors déjà, il ne faut pas me le dire une fois qu'elle est livrée, il faut me le dire avant, quand vous allez commencer à bosser dessus. Et globalement, mes éléments de compréhension, si je suis dans la boîte, je les connais, ça ne me prend pas trop de temps. Le positionnement, est-ce qu'il faut le remettre en question? Je ne suis pas sûr. Première chose à s'interroger, c'est le pricing. Est-ce que du coup, c'est une feature qu'on veut vendre? On veut la donner? On veut la packager avec autre chose? On veut créer un nouveau package, justement, cette feature plus cette feature, ça va sortir tel persona. Le messaging est important. Le messaging est très important. Et le go-to-market va l'être aussi. Les métriques,
Je pense que comme vous les suivez en PM, c'est un petit peu du run. L'enablement, pareil, c'est pas je sors une feature, je traîne tous mes sales et j'en parle plus. C'est je les vois toutes les 2 semaines. Je vais en rendez-vous, comme disait Cassie. Je fais aussi ce qu'on appelle des win-loss analysis. C'est-à-dire que toutes les semaines, je vois tous mes sales et dire pourquoi sur ce dossier on a perdu. Mais aussi pourquoi sur ce dossier on a gagné. C'est important. On a sans doute un biais à se dire les défaites, il faut les analyser, c'est pas bien. Mais en fait, aussi savoir pourquoi on gagne. Parce que du coup, ça peut nous appuyer sur un positionnement en disant là, on avait un concurrent fort en face et on l'a quand même battu alors qu'on était plus cher, on est plus petit, on n'est pas connu, on les a quand même tapés. Ça, c'est des bons indicateurs qui vous disent que vous êtes bien positionné, que vous pouvez appuyer un peu sur cette course sensible. Oui. En fait, je me pose la question si aussi, dans le product marketing, c'est aussi un enjeu d'être au niveau de tes concurrents. Pas forcément. Tu pourras. Parce que, par exemple, tu peux avoir des features qui sont pas forcément utilisées, mais par exemple sur des grilles de marché qu'on peut retrouver sur Internet comparatives ou pas. Au final, tu as quand même un enjeu pour le client, c'est de dire il y a plus de features, pas forcément intéressantes, mais du coup, il peut se dire peut-être plus intéressant de partir sur celui-là parce que j'ai un panel de choix. C'est une façon d'adresser. Quand je te parlais du moment là où dans ma carrière, je suis passé de PM à PMM, j'étais dans une petite start-up dans les télécoms qui adresse que le marché du pro. Aujourd'hui, je vous donne le nom, vous n'en avez jamais entendu parler, pourtant il fait 180 millions en France. Ses concurrents en face, c'est Orange et SFR. Et on n'arrivera jamais au niveau de Orange et SFR. Donc à ce moment-là, il faut être plus intelligent et se dire, en fait, ils ont beau être immenses, ils ont des failles. Et typiquement, leur faille, c'est que Orange et SFR, si vous êtes un pro, tant que vous êtes une structure de moins de 1000 personnes, allez, j'exagère, de moins de 100 personnes, vous ne les intéressez pas. Vous dites, vous avez besoin de forfait mobile, de liens d'accès et d'hébergement, prenez une Livebox et un OVH et terminé. Nous, ça ne nous intéresse pas. Donc il y avait un segment, il y avait une place. Et c'est pas par la feature qu'on l'a adressée, c'est par le prix, c'est par un positionnement. Et c'est par on est allé voir, sans bâcher les concurrents, mais les TPE-PME en leur disant, vous êtes délaissés, les grands acteurs, ils ne sont pas là pour vous. Ça fait un peu l'homme politicien qui sort de nulle part. Je vous ai compris, vous le peuple. Mais vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Et dans ce domaine, on n'aurait vraiment jamais pu être compétiteur direct, frontal de toutes les features d'Orange et SFR. C'est évident. Par contre, il y a de la place pour tout le monde. Et si tu ne t'alignes pas avec tes concurrents, c'est en fait aussi au PMM d'aller pousser cet engagement de pourquoi tu ne t'alignes pas avec tes concurrents en fait. Ce matin, j'étais au téléphone avec le DSI de Saint-Michel, les galettes Saint-Michel. Qui est un client à nous et ce matin il y a un concurrent à nous qui lui a fait une super offre. Il a beaucoup plus de features que nous. C'est un concurrent qui s'appelle Lucie Security que je regarde de très près depuis longtemps, qui a mais vraiment tout ce qu'on n'a pas quoi. Et il m'a appelé, il m'a dit j'hésite à partir chez eux, ils ont beaucoup plus de features. Et au final, en lui expliquant mon positionnement différenciant qui est ils ont peut-être plus de features, mais allez-y, c'est super compliqué. Nous, notre produit, il est super simple. On ne vous offre pas tout ça, mais vous n'allez pas vous en servir. Ce qui est sur lequel nous, on est vraiment convaincus. Mais je suis sûre qu'il va rester chez nous. Ce n'est pas pour autant que demain, on va aller développer toutes les mêmes features que Lucie Security. Et pour autant, mon positionnement différenciant de ne pas avoir les mêmes features que mon concurrent, en tant que PMM, je l'ai assumé et j'ai donné le bon pitch qui va avec pour lui expliquer pourquoi, au final, il n'y a pas besoin d'aller là-bas, quoi. C'est vrai que c'est séduisant de voir une liste de features à rallonge et de se dire, mais en fait, la personne saura tout faire. On peut aussi reverse le truc en disant que celui qui fait tout, il est moins expert et il sera moins bon globalement sur ce qui est pointu. Et malheureusement, un PM qui cherchera aussi à faire tout ça, il arrivera à faire un petit peu tout, mais il fera un petit peu tout moins bien que s'il était focus sur son delivery et sur son discovery. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'intéresse là-dedans, c'est que du coup, dans le diagramme, j'ai l'impression que le PM, il arrive pas mal en aval quand la feature elle est faite, et lui, il la market, il la price, il la pique, etc. Et en fait, à quel moment il vient enrichir la roadmap dans la première partie pour faire émerger des trucs du marché c'est aussi ça fait partie intégrante de son rôle aussi, de nourrir de ce que les prospects veulent en fait, plus que... Ouais, je crois la transition elle est toute faite. Ouais, non, mais je crois vraiment, c'est la slide d'après, non? Je crois vraiment. Non. C'est juste alors, celle d'après. je garde ta question très rapidement parce qu'en plus, on m'a dit dans l'oreillette qu'on était à la bourre. Je voulais juste vous éclairer un petit peu sur les soft skills d'un PMM. Vous allez me dire rien de nouveau. Oui, en effet, c'est les soft skills qui s'appliquent à un très bon PM. Un très bon PM, il va être pédagogue, il va être empathique. Peut-être il aura moins de sensibilité business, il aura peut-être plus une sensibilité faisabilité tech.
la communication, l'exécution, data inform. On est vraiment sur des skills qui s'adressent aux produits. Tout ça pour vous dire, si vous êtes PM et que vous êtes un petit peu frustré, venez nous voir du côté PMM, vous en êtes capable. Et il y en a encore une autre. Est-ce qu'on a le temps ou skip? Elle est vraiment longue celle-là. Je vous la fais grosse, mais vous aurez les slides. L'idée, c'est la slide la plus contradictoire de ce qu'on va voir ce soir. C'est que du coup, j'ai volontairement opposé le PM et le PMM. Le but, c'est de se dire que en fait, quand je vais parler à des gens du product marketing, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Et en transposant le métier du product manager, et en disant, ben voilà, le reflet dans le miroir, ce qui est un PMM, ils comprennent mieux. Maintenant, ce qu'il faut en tirer, c'est que le PM, le PMM, ça doit être un binôme. C'est fondamental. Ils doivent bosser ensemble. Et quand il y en a un qui est sur la solution, l'autre il est sur l'offre. Quand il y en a un qui est sur l'user, l'autre il est sur le buyer. Quand il y en a un qui est sur le marché, l'autre il est sur le produit. Il y a vraiment un enrichissement qui est perpétuel. Et on parlait d'influencer de la roadmap, c'est ultra important. Et ça sera la slide d'après. J'espère. Oui, c'est là. C'est là. C'est une très bonne transition. 2 slides trop tôt. 2 slides trop tôt. Mais effectivement, moi j'ai détesté le boulot de PMM. Quand le PM il venait à ma porte et il me disait hey, j'ai une feature qui est prête, tu peux la lancer. Non, ça ne marche pas comme ça. Du coup, le boulot du PMM, c'est vraiment de s'impliquer tout au long du cycle de vie produit. Dans le discovery, quand le PM il va être sur son user avec peut-être un product designer, à bien comprendre les pains, moi je vais aller voir son décideur et dire j'ai compris en fait tes utilisateurs. Mailing Black, ils aimeraient avoir une carte pour aller à la gym le midi. Est-ce que toi tu es prêt à payer pour ça? Et quand on a fait nos 2 research ensemble, on sait que cette notion de product market fit, il y a toujours 2 variables. Il y a le produit, ok, le produit il est bon, mais est-ce que le marché aussi, il y a quelqu'un qui est prêt à payer? Quand on a les 2, c'est bon. L'influence de la roadmap, elle est très importante pour aider à éclairer le PM. Donc le PM, pour le coup, reste owner de sa roadmap, il n'y a rien à dire. Mais on est un stakeholder qui va avoir de l'influence parce qu'on a beaucoup de choses à lui apporter sur le marché, sur la concurrence. Typiquement, je ne sais pas si vous avez comme pratique de faire des RICE pour prioriser vos features. Faites des RICE et le PMM sera la personne qui va pouvoir vous éclairer sur tout ce qui est impact business dans le lancement de features. Vous êtes tous à l'aise avec la notion de RICE ou pas? Ok. Du coup, faites des RICE avec votre PMM, c'est génial, si vous en avez un. Si vous n'avez pas de PMM, appelez-moi, je vais vous en filer un. Pendant le développement, nous, on a travaillé sur nos buyers, on a travaillé sur notre positionnement. On commence à avoir des messages qui sont un petit peu percutants, des façons d'appeler une feature, cybercoach, phishing coach, etc. Une fois qu'on a statué, il faut que ce soit aligné partout. Il est hors de question que dans un produit, on ait quelque chose et que dans un mailing ou dans une landing, on ait autre chose. Donc, pendant le développement, on va travailler ensemble pour s'assurer de l'alignement, de tout ce qui est tone of voice, de tout ce qui est message. Le pré-lancement, du coup, quand le PM il est un petit peu avec son QA en train de vérifier que tout se passe bien, je ne te regarde pas du tout. Nous, on commence à réfléchir. On fait un programme bêta, on va cibler le bon client. Derrière, on va pouvoir faire une success story qui va être importante pour pouvoir aller vendre le succès du produit. Et derrière, les classiques, go-to-market, comment je lance, comment je me fais la vitrine du produit. Et toujours, follow-up, on fait du produit. C'est pas j'ai lancé, je passe à autre chose. J'ai lancé et je regarde qu'est-ce qui se passe derrière. Surtout, on parlait tout à l'heure de B2B. Les cycles sont très longs. Entre j'ai lancé, le décideur il est OR, ensuite il est convaincu, il achète la solution, elle est déployée, les users ils activent, il se passe du temps. Si vous commandez des cartes sol ou des cartes tickets restaurant, entre le moment où il y a eu la signature et le moment où vous faites votre première dépense, il y a 3 mois. Donc, toujours suivre comment va se comporter votre produit. Est-ce que ça répond à ta question sur l'application? Donc, venez jamais me solliciter au moment où c'est prêt. Mais du coup, il a un gros travail. Non, il ne faut rien. Oui, non, oui c'est un vrai métier. Et effectivement, et on en parlait, je connais beaucoup de PM qui ont fait PM plus PMM. Tu es obligé de négliger des choses en fait. Et peut-être que pendant ton discovery, tu vas dire, vu que je suis en phase de research, c'est simple d'aller voir l'user, c'est simple d'aller voir le buyer. Ok, mais il y a des choses que tu vas peut-être négliger sur le marché, la concurrence, le pricing, etc.
positionnement, je ne pense pas qu'il y ait un PM qui se sont dit comment je vais positionner en fonction de mes features et de la concurrence mon produit pour faire en sorte d'être identifié comme l'acteur unique pour cette proposition de valeur. Ça, je ne pense pas. Les messages, ok, si on aime bien sublimer, c'est cool. Il faut avoir la fibre un petit peu US. Aux États-Unis, ils adorent ça. Et après, lancer, en général, on le jette, on fait une release note sur l'Apple Store. Et puis voilà, on fait un petit webinaire et c'est cool. Mais si on veut tout faire bien, c'est un métier à part entière. Et comme si on veut tout faire bien dans le boulot du PM, c'est un métier à part entière aussi. Pour donner un exemple concret chez Mailing Black, comment est-ce que le PMM arrive un peu à orienter la roadmap? Moi, je fais des battle cards pour les sales, donc je leur présente les concurrents, les fonctionnalités qu'ils ont, le pitch qu'il faut avoir pour les sales, mais du coup, je les présente aussi aux produits. Et du coup, je commence à faire germer dans leur tête que nos concurrents proposent tel type ou tel type de feature. Et ça, c'est un travail qu'on fait régulièrement. Et chez Mailing Black, nous, la roadmap, elle est aussi collaborative. Donc, le PMM a sa place au moment où on pose la roadmap pour les 3 mois suivants et peut dire, attention, moi, j'ai vu que telle personne faisait ça, je pense qu'il serait plus intéressant qu'on annule cette feature plutôt qu'une autre. C'est pas pour autant que les PM restent chez Mailing Black vraiment maîtres de la roadmap, mais c'est plus apporter une autre vision sur laquelle une troisième voie qu'on n'aurait peut-être pas pensé pour être sûr qu'au moment où on prend la décision, on ait toutes les cartes en main, quoi. Du coup, ça veut dire que la priorisation de diguer les sujets côté PMM, elle découle de la priorisation du PM sur sa roadmap, ou l'inverse est vrai aussi? L'inverse est vrai aussi. Chez nous, on va identifier, quand on va établir la roadmap, tous les features sur lesquelles il faut du discovery. Le PM peut venir, l'UX peut venir sur certains sujets. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que le PMM peut remonter un besoin, dire je ne sais pas comment on va faire ça chez nous, mais par contre, ça serait bien qu'on creuse pour qu'on le mette, quoi. En fait, je pense que ce qui est important, c'est d'éclairer le PMM avec la stratégie produit, donc vraiment ce qui est au niveau, et se dire ok, en fait, dans les 3 prochains mois, la boîte elle a envie d'avancer dans ce sens. Le PM va réfléchir avec tous les leviers qu'il a, les features qu'il a en tête. Nous aussi, on peut dire voilà, la concurrence, tout le monde fait ça. Est-ce que du coup, on est des suiveurs, on fait ça? Est-ce que justement, comme tout le monde fait ça, nous, on va se différencier? Il y a d'autres choses qui sont très intéressantes à faire. Et on va soumettre des idées au PM. Après, le PM, c'est lui le seul garant de sa roadmap. On peut juste l'influencer. C'est lui qui tranche à la fin. Vas-y. J'ai un peu de mal à voir finalement quelle place tu donnes, la question partagée, mais à un client versus un prospect, justement, dans ta mécanique d'arbitrage de roadmap, où à un moment tu peux apporter ta sensibilité ou ton feedback en disant j'ai vu cette tendance-là, où on a perdu ce deal à cause de ça. Est-ce qu'il y en a un finalement qui pèse plus lourd que l'autre dans ton argumentaire? Comment vous gérez ça? Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est à gérer en bonne intelligence et en fait en volumétrie. Je pense que comme en product, quand vous avez des insights qui remontent, entre un insight qui remonte une fois et un insight qui remonte 200 fois, c'est la même chose. Si je perds un prospect à cause d'un truc, donc par exemple, j'étais dans ma boîte de télécom, on perd un truc parce qu'il n'y a que Orange qui le fait. En fait, je sais que Orange fait ça parce que c'est les seuls en France à légalement pouvoir le faire. Donc en fait, même pas je considère la demande. Donc si je perds unitairement 2 fois, 3 fois, ça va dépendre du volume aussi. Mais c'est toujours important aussi de ne pas rester focus que c'est sur ces bailleurs en disant ils sont à moi, je les ai acquis, c'est très bien. Ok, il faut en prendre soin, il faut les garder le plus longtemps possible. Mais aussi, il ne faut pas biaiser trop notre produit sur ceux qu'on a acquis et pas ceux qui sont à côté. Ceux qui sont à côté, en général, c'est 99% de votre market sizing. Donc, c'est bien, vous avez des clients, il faut les écouter. Maintenant, il ne faut vraiment pas oublier tous les autres. Et je ne peux pas te dire que les autres vont être plus prioritaires. Mais si demain, tu vois, moi je vends des consultants sur le product marketing, j'ai un concurrent qui se réveille et que je perds tous mes deals uniquement parce qu'ils sont 200 € plus chers, il va falloir que je traite ça. Parce que sinon, je vais tout traiter. Si je les perds parce que ils ont été plus sympas commercialement, faire en fait. On a nos mécanismes, chacun se positionne. Voilà. Ça va aussi dépendre de ce que tu vas apprendre avec tes sales. Voilà, je t'ai fait une réponse sans réponse. Non, chez nous, c'est vrai que le PMM, il porte plus la dimension business. Historiquement, quand on n'avait pas de PMM, on écoutait à 90% le success et du coup peu les sales. C'est le but du PMM. C'est plus difficile de venir
porter du poids parce qu'on n'a pas X retours clients. C'est plus du good feeling ou de l'analyse de marché. Donc, c'est toujours plus difficile pour le PMM de se faire entendre sur la roadmap. Après, voilà, il faut trouver les quelques leviers qui sont intéressants. Et puis, en fait, le but, c'est aussi de venir un peu s'amuser, c'est-à-dire de faire une roadmap sur laquelle tu prends un peu des risques. Tu vas tester des nouveaux marchés, chose que du coup, tu ne fais pas vraiment quand tu n'as pas de PMM, quoi. Puis, on a une vue holistique de tout ce qui se passe sur les ventes. Et je pense que vous avez tous été confrontés à un sales qui vient direct dans votre bureau en disant « J'ai perdu un deal, il me faut cette feature ». Et en fait, c'est une feature, on lui a demandé une fois, mais c'est prioritaire de suite. En étant PMM, on a une vue globale, on sait ce qui ressort et on peut très bien dire « Ok, on perd des deals par rapport à ça, la concurrence nous les gagne, mais on ne veut pas y aller parce que les gens qu'on va chasser, ça va être notre anti-persona. On ne veut vraiment pas aller là-dessus, donc on laisse tomber. Tant pis, on perd des deals. Mais c'est une décision stratégique. » Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable, vu que c'est très proche des ventes, vous êtes capable de faire le avant-après et la valeur que tu as gagnée sur une année, 2 années? Parce que typiquement, je mets une casquette un peu directeur de boîte. Ouais. J'ai un manager qui me voit et qui me dit ouais, il faut organiser, il faut mettre un PMM, etc. Je dis oui, mais combien ça va me rapporter? Enfin, un peu non, c'est un vrai sujet. Ouais, la valeur, ouais. tout ça. Je t'avoue que je n'ai pas mesuré mes succès et mes échecs, mais oui, il y a des leviers sur lesquels j'ai vraiment vu mon intérêt. Un exemple concret, c'est quand je suis arrivée, j'ai entendu parler de Avant de cliquer, qui est notre plus gros concurrent, 100 fois. Vraiment, tous les jours, j'avais un sales qui débarquait dans le bureau qui me disait « On a encore perdu un deal face à Avant de cliquer, mais qu'est-ce qu'on fait, produit? Votre produit, c'est de la merde, comment on fait ?» Enfin bref, c'était vraiment la galère. J'ai fait une battle card, je l'ai montré aux sales et aux produits. Je n'ai plus jamais entendu parler d'Avant de cliquer. On avait des sales qui débarquaient en disant « Mais la battle card, elle est géniale, je l'ai tuée. » Bref, ils étaient complètement fous furieux et on en entend parler, mais de loin, on n'a plus un sales qui perd un deal par rapport à Avant de cliquer. Donc ça, c'est des points sur lesquels j'ai apporté. J'ai apporté aussi beaucoup en connaissance en fait, de notre marché. J'ai fait toute une analyse de notre base installée. Aujourd'hui, je peux te dire quel secteur d'activité on a touché, comment on va aller le chercher, l'analyse de toute notre base installée, le pourcentage de TPE, de PME, quel levier on peut activer pour aller le chercher. Tout ça, c'est de l'apport et au fait de la sérénité aussi qu'un PMM peut t'apporter dans ta stratégie parce que tu t'appuies sur des analyses qui sont beaucoup plus concrètes et ça te fait gagner vraiment en souplesse et en charge mentale, quoi. Donc il y en a plein des KPI comme ça sur lesquels tu peux mesurer le travail d'un PMM. Le plus parlant, celui que j'ai, c'est vraiment celui-là, c'est celui d'Avant de cliquer. Tu peux voir au niveau de tes PM aussi par rapport à la capacité de faire des roadmaps. Nous, ça nous apporte de la conviction pour savoir jusqu'où on veut aller. Ça nous permet de pondérer des retours on a perdu un client. Ok, mais on a une vraie conviction de là où on veut aller, on sait ce qu'on vise, on sait pourquoi on va le perdre. En fait, on savait déjà qu'on allait perdre ce secteur d'activité, cette taille d'entreprise. On l'avait décidé, plus ou moins, c'était acté. Mais au prochain step, on ira là et on va en gagner 2 fois plus sur ce domaine-là. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas la connaissance de comment on va le marketer, comment on va le vendre, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre dans ce combat-là. Parce qu'on sait contre qui on se bat, on sait quels vont être nos atouts. Et du coup, on se dit, ok, ça, tant pis, on n'a pas, par exemple, nous, on ne va pas avoir un ransomware PDF. Aujourd'hui, on l'a pas, on sait qu'on peut nous attaquer là-dessus, mais on a d'autres trucs, on est différenciant, on sait comment on y répond et on est capable de dire, on est serein sur notre décision. Et on n'est pas tous les jours en train de se morfondre en disant on n'est pas capable de tout faire et on ne sait pas comment on va faire notre roadmap. Donc nous, ça nous apporte vraiment ça. Donc on est capable sur une année N-1 et N de se dire j'ai fait un plus 10% de CA Ouais, tu peux mettre des OKR comme ça. En fait. Si, tu peux mettre des objectifs. Je pense il y a des PMM qui sont même parfois dans certaines boîtes incentivés sur les résultats sales. Ça, tu peux le faire, c'est quelque chose qui se fait. Nous, on peut se dire on va lancer de nouveaux produits, on va diversifier de nouveaux produits. C'est peut-être pas des choses qu'on aurait fait sereinement si on n'avait pas une connaissance de nos clients. Aujourd'hui, Cybercoach, on n'aurait peut-être pas fait Cybercoach, on serait peut-être resté sur du phishing, on n'aurait pas fait de l'audit. Tout ça, toute cette diversification qui nous permet d'aller voir des nouveaux clients, des nouveaux marchés, ça vient de cette vision PME. On a aujourd'hui aussi désactivé une autre feature dans le premier produit Protect sur le travail de PMM. Aujourd'hui, je peux te dire combien de clients vont signer ou signent sur cette feature qui n'existait pas avant, qui nous rapporte de la vente additionnelle qu'on ne faisait pas avant non plus. Tout ce travail-là, tu peux le mesurer. Bien sûr. Et là, on parle de la fin, mais un des premiers indicateurs que moi j'ai souvent regardé, qui est important en tant que PMM, c'est le nombre de démos bookées. Si tes sales, on leur book des démos de ton produit, c'est que du coup, le travail que tu as fait
Ils ont le awareness, ils ont vu que ton produit il existait, ils ont compris la proposition de valeur et ils sont intéressés. Après, la conversion, ça dépend du niveau de tes sales, etc. On les traîne, on fait des battle cards, on améliore ça. Mais vraiment, le nombre de démos bookées, ça peut vraiment montrer en fait si tu as bien fait ton travail. Avant même qu'il ait eu le produit dans les mains et qu'ils disent bon, en fait non c'est nul ou j'ai pas les veines, etc. Juste sur le travail de message, c'est un bon indicateur à regarder. Quelles sont vos positions sur les produits B2B? B2B? Non, B2B en entreprise. B2E. Parce que moi j'en ai fait deux et en fait il y a vraiment deux aspects différents. Il y a soit c'est un truc, moi par exemple je travaillais sur un produit qui était un produit qui était utile pour l'activité de l'entreprise, pour le suivi de l'activité, donc forcément il n'y a pas vraiment de go-to-market, voilà. Ah, tu veux dire un produit interne? Interne, ok. oui, interne à l'entreprise. J'essayais de comprendre le B2E. J'avais pas la nomenclature. Et du coup, je travaille pour un deuxième produit qui est là sur un peu de la concurrence de marché pour internaliser un produit, pour faire de la recherche de tendance de demain, en gros dans la beauté, que font déjà les concurrents qui sont en libre accès à tout le monde, mais en voulant l'internaliser pour... Ça va dépendre. Ouais, ça va dépendre de la taille de ta boîte. Est-ce qu'elle est suffisamment grande? Est-ce que quand les projets sont arbitrés, il y a des notions de sponsor, des gens qui vont apporter du poids pour qu'un projet se réalise? Mais c'est beaucoup plus compliqué de faire le travail de PMM en interne. On a beaucoup moins de leviers. Et aussi peut-être le problème de faire du PMM en interne, c'est que d'autres vont vouloir activer tout le temps du PMM en interne pour défendre des besoins. Et j'ai vu par exemple, je travaille avec Decathlon, là où ils voulaient des PMM en interne pour aller vendre des API en interne. Okay. Et donc du coup, mes devs, ils ne bossent que si j'ai des acheteurs qui sont prêts en interne à m'acheter tant de requêtes. Bon là, ils ont poussé un peu l'exercice un petit peu trop loin. Donc si ça marche sans PMM, continuez sans PMM. Après, s'il y a des besoins très spécifiques, ça peut se réfléchir, mais je pense pas qu'il y ait un apport très fou en interne en tout cas. En fait, il y a quand même une partie qui est pas intéressante au niveau du PMM. Ouais, absolument. Tu vas plus faire des ambassadeurs internes que... Ça pourrait. Alors, allez, une petite question. Non, mais j'ai Agathe, elle est en train de péter un câble. Ça fait 20 minutes qu'elle me dit « C'est fini, j'ai faim !» En termes d'orga, généralement, le PMM est rattaché à qui? Oh là là. Allez, vas-y. Allez, skip. Tu veux la faire, celle-là? Non, mais on l'a déjà fait un peu le tour, je pense. Toi, tu en dirais quoi? Tu le mettrais où? Je dirais ça dépend, mais... Oh, j'aime bien. Non, effectivement, ça dépend. Il n'y a pas de bonne méthodologie. Globalement, pour donner 2-3 chiffres, à 80%, c'est au marketing, 20% au produit. Ça va dépendre de là où on veut mettre des leviers, là où on veut mettre de l'impact. Quelle est aussi la culture de la boîte? Est-ce que c'est une boîte qui est très produit et qui va vouloir aussi se l'accaparer pour sublimer le produit? Ou est-ce que c'est une boîte qui est plutôt très business, très sales et qui se dit en fait, moi j'ai surtout envie qu'on communique à fond, que je développe l'awareness, quitte à presque pas connaître le produit, mais avoir une force marketing supplémentaire. Donc ça va dépendre. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Ça dépend aussi des personnes qu'on recrute. On me pose souvent la question. J'essaie d'abord de voir comment orienter la boîte. Et si je suis dans une culture très très produit, extrêmement produit, là je vais lui dire ton premier PMM, il faut qu'il ait un fort vernis marketing, parce que tu vas le mettre dans ton équipe produit, tu vas lui faire manger du produit, il ne va pas avoir le choix. Et il saura aller faire le lien avec l'équipe marketing naturellement. Si c'est une boîte qui est très sales driven, là où on aide les sales tout le temps, on va prendre quelqu'un du produit, mais le côté marketing. Et du coup, pareil, il n'aura pas le choix de manger que des sales, mais naturellement, il ira voir ses copains d'en face parce qu'ils parlent le même langage, ils parlent le même métier. On vous a mis 3 exemples juste après. Doctolib, c'est une machine à vendre. On dirait peut-être pas comme ça, mais ils sont 200, 500 sales, j'en sais rien. C'est quelque chose d'immense. Et du coup, ils sont drivés par les revenus. Et du coup, le PMM est sous le Chief Revenue Officer. Chez Swile, je ne sais pas si tout le monde connaît Swile, concurrent de tickets restaurants, etc. Eux, vous l'avez vu par leur marketing, ils sont très très forts en marketing, très forts en brand. Du coup, le PMM, il est naturellement sous la VP marketing. YouSign, concurrent de DocuSign, belle boîte française,
qui elle pour le coup est culture très 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 produit. Ils ont décidé de le mettre côté produit justement pour avoir cet impact fort et plus dire, en fait vous êtes des marketeurs, vous connaissez le marché, aidez-nous à orienter la roadmap. D'autres vont dire, finalement l'influence sur le produit, on s'en fout, on sait très bien ce qu'on va faire sur le produit, aidez-nous à le vendre. Donc ça va vraiment dépendre de la culture et des profils qu'on va retrouver derrière. Donc oui, ça dépend. Un dans chaque équipe peut-être? Alors un dans chaque équipe, ça s'est jamais vu. Parce que du coup, alors du coup il y a des head-off, il y a des VP, ils sont généralement pas flottants, ils sont forcément soit un CMO ou soit un CPO. En revanche, on voit des organisations qui flottent, qui changent. Chez Usign, il y a 1 an, ils étaient côté marketing. Chez PayPal, tous les 18 mois, ils changent d'équipe. Sympa. Parce que du coup, le fait d'être dans une équipe va tirer le product marketing dans un sens, plutôt côté produit, jusqu'à ce qu'on dise attention les gars, on le vend moins bien, hop, on passe de l'autre côté, on se met vraiment à le vendre, et ok, en fait on voit que on connaît moins bien le produit qui a évolué pendant 10 mois, on repasse de l'autre côté, etc. Donc il est toujours un peu tiraillé finalement, c'est pour ça qu'il bascule. On a vraiment un métier qui est, pardonne-moi l'expression, le cul entre deux chaises, hein, donc c'est très difficile. La façon de répondre à ça, c'est des OKR qui permettent justement d'objectiver le PMM sur à la fois des objectifs très business et des objectifs très produits. Ce qui fait que finalement, sa hiérarchie, c'est juste du mentorat, de l'upskilling, du suivi. Mais globalement, il est objectivé à la fois par aider l'équipe produit, orienter la roadmap, et de l'autre côté, aider à vendre, former les sales, bien messager et lancer. Et puis c'est intéressant de tourner parce que c'est une manière que ça permet de prendre du recul, voir l'impact par exemple sur 3 mois et puis revenir. Bien sûr, non, mais c'est intéressant. Alors, je dis pas que c'est facile dans la réalisation, parce que changer d'organisation, c'est pas simple, mais en tout cas, voilà, il y a des boîtes qui ont des organisations flottantes, et ça c'est le cas dans toutes les organisations produits. Je pense qu'une orga, elle marche à un instant T, et tous les 1 an et demi, 2 ans, il faut la challenger l'orga. Donc c'est peut-être les bons moments pour voir où est-ce qu'on veut orienter la boîte. Bon, ça, on y a déjà un peu répondu. On a répondu. Allez, hop. Allez, je le fais en 2 minutes. C'est la dernière. À quel moment recruter son premier PMM? On pose souvent la question. Ce qu'on retrouve de manière générale, j'ai mis entre 10 et 50 employés. Dans la réalité, c'est quand on approche les 40-50, là où on commence à se dire on va mettre du PMM. Dans la vraie vie aussi, ce choix il est orienté en fonction du ratio PMM-PM. Ce qu'on retrouve de manière générale, c'est 1 PM pour 2 à 3. 1 PMM pour 2 à 3 PM. Donc dès qu'on commence à avoir ce seuil critique d'avoir 3 PM, c'est le bon moment pour investir dans du PMM. Je connais des boîtes qui ont 18 PM et pas encore de PMM. Mais du coup, là, ils se réveillent et ils se disent il nous faut un head-off et construire une équipe de 13 PMM. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, il faut y aller vite. En théorie, c'est bien de l'avoir dès le début. Day one, ses compétences, elles sont splittées entre les co-founders, on ne va pas se mentir. L'idée, c'est de se dire que le travail qui fait un PMM, c'est le travail stratégique d'un patron de boîte, de se dire quand je vais lancer ma boîte, je dois connaître mon marché, je dois connaître mes concurrents, je dois savoir me positionner par rapport à eux, je dois avoir un message et un branding fort pour ma boîte. Et ensuite, je lancerai des produits, etc. Mais les étapes du PMM sont fondamentales dès le début d'une entreprise. Voilà, très rapidement. Et on arrête de parler. C'est la dernière. Du coup, on va vous proposer, si vous n'avez pas trop faim, on pourra prendre une bière en même temps. Parce que moi aussi, j'ai soif. Voilà, exactement. Alors, pour vous proposer un petit atelier. On a imprimé un RACI, donc un atelier qui permet, en fonction de chaque tâche dans l'entreprise, de déterminer qui est responsable, qui est accountable, qui doit être consulté, qui doit être informé au moment d'un différent chantier. Donc, vous allez voir, on va vous donner un document qui est vide, avec une 50aine de lignes. Je vous dirais de peut-être commencer par la fin. C'est là où, vu que vous êtes beaucoup de product, c'est là où vous aurez peut-être le plus de surprises. Donc, le but, c'est qu'on va vous distribuer ça. Vous mettez en groupe, 3, 4, 5, comme vous voulez. Et discuter entre vous de comment ça se passe dans vos boîtes
essayer de lever un petit peu des contradictions. Est-ce qu'il y a des boîtes là où c'est le PM qui fait tout, d'autres c'est le PMM, d'autres il n'y a pas de PMM, c'est le marketing qui intervient. Donc voilà, l'idée c'est faire ça, puis ensuite on pourra vous distribuer un espèce de corrigé. Alors, c'est pas un corrigé, hein, c'est une version qui est complétée par mes soins. C'est ce que je dirais, en théorie on ferait. Maintenant, dans chaque organisation, tout est différent. Donc, il y aura des subtilités, il y aura des changements. Voilà, la théorie et la pratique est très différente. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez réfléchir autour d'une bière et d'un morceau de pizza sur comment ça se passe dans vos boîtes et s'il y a des différences. Ça vous va? Merci à vous.